Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 12-13 dont voici les grands titres. Il a été installé mardi au cours de la séance inaugurale en présence du chef de l'État. Le Conseil économique et social est donc doté d'un bureau provisoire qui sera présidé par le doyen d'âge Désiré Niati Nimi. Le suspense de Kabila sur la révision constitutionnelle persiste. C'est l'avis des Quinois interrogés sur l'adresse du président de la République à la nation. D'aucuns ont salué l'annonce des mesures prises par le chef de l'État. Ce sont des images qui ont choqué le monde. Il s'agit de la nourrice qui maltraitait une gamine de 18 mois en l'absence de ses parents. Jolie Toumouré, de nationalité ougandaise, a été condamnée à 4 ans de prison par le tribunal de Kampala pour maltraitance. Comme par miracle, le bébé s'en est sorti saine et sauve. D'abord, cette nouvelle, en bref, l'opération de rapatriement RDC des ex-combattants M23 cantonnés en Ouganda depuis leur défaite en novembre 2013 a débuté le mardi. C'est plus de 100 de ces combattants ont déjà quitté le camp de Buyinga où ils étaient cantonnés pour la RDC. D'autres, par contre, ont fui, refusant d'être rapatriés, ce qui a provoqué les échanges de tirs, a-t-on appris. Et puis la population quinoise a réagi sur le discours du chef de l'État adressé lundi à la nation. Certaines personnes interrogées ont indiqué que le président de la République ne s'est pas prononcé clairement sur l'après-2016. D'autres, par contre, ont salué les mesures annoncées par Joseph Kabila Kabange, Abdoul Soko et Chims Kapangala. Le discours du président de la République sur l'état de la nation prononcé le lundi devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès a suscité des réactions auprès de la population congolaise. Celle-ci a salué le discours du président et a invité le gouvernement congolais à mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante des ressources nécessaires pour la bonne organisation des élections. Il a parlé presque de tout. J'avais écouté, il a fait allusion à ce qui est du social, il a parlé de la santé, il a parlé de l'économie et tout. Mais dans tout ça, on attendait quelque chose. On attendait peut-être les chefs allaient dire, voilà, pour le mandat qui va venir, voilà ma position, peut-être je ferai partie du candidat ou pas. Peut-être c'est ça aussi ce que le peuple attendait. C'est que le peuple congolais voulait lui entendre, parce que ça fait aussi longtemps qu'on entendait qu'il puisse parler à propos de l'état du pays et des prochaines échéances électorales. Bon, il faut expliquer. Il a dit que dans les prochains jours, il y aura un calendrier qui devait se faire au niveau de la CENI. Et en plus de cela, il a remercié tout le monde qui l'ont soutenu. La population a souhaité qu'une décision urgente soit prise pour éradiquer toutes les forces négatives des résistances dans l'est de la RDC. On doit tout faire dans notre pays pour mettre fin à l'insécurité qui règne, l'insécurité généralisée qui règne sur notre territoire, l'insécurité alimentaire, l'insécurité physique, l'insécurité juridique, et tout ça, ça doit être traité. On nous dit que nous avons un gouvernement de cohésion nationale, mais il faut que ce gouvernement arrive à mettre fin à tout ça. Cette population a aussi salué la publication du gouvernement de cohésion nationale. Justement, l'adresse du président de la République à la nation continue à susciter des réactions. La société civile congolaise s'engage à mener des actions de sensibilisation de la population pour dissiper sa peur et cultiver en elle un esprit de solidarité, de patriotisme et de civisme. Un reportage encore d'Abdoul Soko et Chims Kapangala. 48 heures après le discours du chef de l'État à la nation, la société civile congolaise a passé au peigne fin la situation politique nationale. Pour le Conseil national des organisations non gouvernementales de développement, le président de la République ne s'est pas prononcé clairement sur la révision constitutionnelle. Nous aurions voulu que le chef de l'État soit assez explicite et clair par rapport à la question
de la modification de la Constitution. C'est une question qui est sur les langues de toute la population, les langues de tous les communs des mortels, parce que c'est une question qui touche à la démocratie. En soutenant ce discours, les membres de la société civile recommandent à la CENI de publier le calendrier électoral global et d'organiser les élections dans le respect des échéances, comme l'a indiqué Joseph Kabila. Pour le CNONG, nous estimons que le chef de l'État devait être assez clair par rapport à la question des élections. Nous aurions voulu qu'il se prononce clairement sur le respect des échéances. Parce qu'il y a eu des élections en 2011, nous voulons qu'en 2016, il y ait des élections. Donc on doit faire des efforts pour que les échéances électorales soient respectées. À propos de la sécurité, les personnes interrogées ont demandé au gouvernement congolais d'user de son pouvoir régalien pour sécuriser les populations de Béni et leurs biens. Manifestons notre compassion à la population meurtrière et condamnons avec la dernière énergie les violations perpétrées à Béniville et territoire dans la province du Nord Kivu. Faisons foi à Joseph Kabila Kabange comme un homme respectant sa parole et la Constitution. La société civile congolaise s'est engagée à mener des actions de sensibilisation de la population pour dissiper sa peur et cultiver en elle un esprit de solidarité, de patriotisme et de civisme. Concernant toujours le discours du président de la République sur l'état de la nation, Edouard Kabou Kapoa, ministre honoraire des Affaires foncières, a donné raison au chef de l'État quand il a émis le vœu de voir la terre cesser d'être source de conflits. Edouard Kabou Kapoa l'a dit hier sur le plateau du journal télévisé de Patrick Mpezo-Zanetti. Suivez-le. Edouard Kabou Kapoa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes ministre honoraire des Affaires foncières, vous êtes également avocat. Vous avez suivi le discours du président de la République. Il a décortiqué pratiquement tous les secteurs de la vie. Quel regard portez-vous sur ces discours? Merci bien pour la question. Écoutez, vous savez, ces discours étaient tant attendus par notre peuple. Et comme vous venez de le dire, il s'agissait d'un état de lieu non complaisant que le chef de l'État a fait. Et ce qui est important à retenir dans ces discours, c'est que, vous savez, nous avons un gouvernement dans notre pays, et ce gouvernement devrait s'assumer par rapport à certaines responsabilités. Et ce n'était qu'un rappel qui a été fait à ce gouvernement dit de cohésion. Et vous avez constaté qu'au sein du gouvernement, il y a des opposants qui sont là. Une manière de dire qu'aujourd'hui, nous pouvons, la main sur le cœur, dire que nous avons un gouvernement de cohésion nationale. Certains opposants qui sont déjà désavoués par leur parti. Bon, c'est vous qui le dites, mais je ne sais pas s'il est vrai que vraiment les partis politiques qui étaient aux concertations nationales aient remis en cause ce gouvernement qui m'attend à deux, comme on aime bien le dire. Et le chef de l'État a rappelé les missions. Ces missions-là sont tirées des concertations nationales. Il y a eu des recommandations. Ce sont ces recommandations que le gouvernement devra accomplir. Et le chef de l'État a bien fait de rappeler quelques-unes des missions qui étaient déjà contenues dans les recommandations des concertations nationales. Il s'agit notamment de l'organisation imminente des élections. Et pour ce faire, toutes les institutions qui sont impliquées dans les processus électoraux devraient s'assumer. Il n'appartient pas au chef de l'État, par exemple, pour aller au Parlement et, disons, et légiférer. Il n'appartient au chef de l'État non plus d'aller à la CENI faire le travail qui est censé être fait par la CENI. Donc, il n'a fait que rappeler. Quant à ces institutions que je viens de citer, de pouvoir s'assumer par rapport aux objectifs qui sont assignés tant au gouvernement qu'à d'autres institutions telles qu'elles sont reprises par l'arsenal juridique dans notre pays. Voilà. Parlons justement de ces secteurs que vous avez dirigés, les affaires foncières. Un secteur stratégique, mais malheureusement pourvoyeur de conflits aussi. Le président l'a dit. Comment faire pour que la terre cesse d'être l'objet des conflits? Si vous avez bien suivi le discours du chef, il a commencé par épingler l'une des causes, c'est l'ignorance. Et l'ignorance dans ses entrées à brigade bien d'autres aspects. Vous constaterez avec moi qu'il y a sur terrain ce que nous appelons la prolifération des gestionnaires de terre. D'une part, il y a les autorités de l'État qui sont compétents quant à ce. C'est le cas de le dire, il y a le ministre. Au-delà du ministre, il y a les chefs de division de titres immobiliers, en l'occurrence les conservateurs de titres immobiliers, donc ce sont les gestionnaires de terre. Mais prolifération,
quand je parle pour les Français, c'est qu'il y a une certaine ingérence. Il y a par exemple les chefs coutumiers qui estiment qu'ils ont encore un mot à dire dans la gestion des terres. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, tout le monde le sait, mais hélas, sur le terrain, c'est autre chose, parce qu'il y a de nos compatriotes qui pensent que les chefs coutumiers sont mieux placés pour leur donner des portions de terre ça et là. Ce qui n'est pas vrai. Et dans notre actuelle loi, parce que le chef d'État parle de la réforme, vous constaterez qu'il y a ce que nous appelons le droit de jouissance de peuples autochtones, des indigènes qui sont sur certaines terres et qui sont en train de faire des cultures et qui y est reconnu. Mais il eût fallu qu'une ordonnance accompagne, disons, ces droits de jouissance dans les détails. Ça n'a jamais été fait depuis 1973. Donc, la réforme, quant à ça, est vraiment indispensable. Et alors, au-delà de cela, vous constaterez aussi que nos politiciens, de temps en temps, on se méprend. On se méprend à travers certaines nominations subjectives. Imaginez-vous, je me retrouve à Kisangani, où je vais rencontrer un chef de division de cadastre qui a pour titre la licence en histoire. Qu'est-ce qu'il ferait avec sa licence en histoire dans la gestion des terres? Je vous le disais en titre, le Conseil économique et social est doté d'un bureau provisoire présidé par le doyen d'âge Désiré Nyatinimi, 73 ans, secondé par deux Benjamins, Jean-Claude Ndjibou, 36 ans, et Kabeya Moulumba, 37 ans. Ce bureau a été installé le mardi au cours de la séance inaugurale qui s'est déroulée en présence du chef de l'État, Joseph Kabila. Voyez ces images de la télévision nationale congolaise commentées par Richard Chakokaningele. Le chapiteau de la Cité de l'Union africaine a une fois de plus connu une ambiance solennelle et particulière. Ce mardi, le Conseil économique et social a tenu sa séance inaugurale en présence du chef de l'État Joseph Kabila Kabange et plusieurs personnalités. Plusieurs enfants ont marqué cette cérémonie, à savoir la lecture des ordonnances présidentielles nommant les membres de cet organe et nommant son secrétaire général. Le mot de ce dernier est l'installation de son bureau provisoire. Kiamusoke Bamusolanga, secrétaire général du Conseil économique et social, dans son discours, a rappelé à ses collaborateurs le défi à relever pour mériter la confiance du chef de l'État. Nous prenons ici, devant les pionniers de cette nouvelle architecture institutionnelle, l'engagement de ne jamais trahir la confiance qui vient de nous témoigner et lui promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour hisser le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo aura de grandes assemblées consultatives de renommée internationale. Au cours de cette séance inaugurale, il a été aussi procédé à l'installation du bureau provisoire du Conseil économique et social. Il est composé de Désiré Nyatinimi, 73 ans, doyen d'âge, et Jean-Claude Ndjibou, 36 ans, et Madame Kabeya Moulumba, 37 ans, tous deux les Benjamins. L'occasion a été donnée au président du bureau provisoire de présider séance tenante la première réunion en donnant l'ordre du jour de la séance plénière prochaine. Une faute de famille et la présentation des civilités au chef de l'État ont sanctionné cette cérémonie. On va parler d'autres choses, échanger avec les élèves, parents et enseignants et aussi se rendre compte de la qualité des bâtiments de l'EPONEL, échantillon des écoles construites à travers la RDC par le gouvernement. C'est entre autres l'objectif de la visite d'Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO à l'école primaire ONEL de Kasavubu. C'est un reportage de Pamphile Kayombo et Baudrimata. Toutes les écoles de la sous-division de Kasavubu dans la commune du même nom ont réservé un accueil chaleureux à Madame la directrice générale de l'UNESCO qu'accompagnait Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté. Ici, à l'école primaire ONEL, construite sur financement propre du gouvernement de la RDC, Madame Irina Bokova, DG de l'UNESCO, a assisté à la séance didactique de français avec comme sous-branche la grammaire, avant de procéder à la distribution des manuels scolaires offerts gratuitement à tous les élèves de la RDC par le gouvernement. Occasion pour Maker Mwangou de remercier et saluer le partenariat mondial pour l'éducation. C'est grâce au partenariat mondial pour l'éducation. Nous avons eu 100 millions de dollars et le président de la République nous a dit dans les 100 millions, on devait réserver au moins 40% pour l'acquisition des manuels scolaires. Et aujourd'hui, nous avons des manuels scolaires que nous décidons à travers toute la République. Par la suite, la délégation a conféré dans la salle culturelle polyvalente de l'EPONEL avec les élèves, enseignants et parents.
Devant l'assistance, la DG de l'UNESCO a reconnu les efforts de la RDC pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, avec promesse d'apporter l'appui nécessaire à la RDC. Je vois que cette école modèle s'inscrit dans toute dynamique qui est dans votre pays, la République démocratique du Congo, de mettre l'éducation parmi les priorités, les enjeux prioritaires de votre pays. Et ce n'est pas par hasard qu'hier, Son Excellence le Président de la République, M. Kabila, s'est exprimé devant l'Assemblée, aussi soulignant l'importance de l'éducation pour l'avenir de votre pays. Parce que c'est cette jeunesse qui est autour de nous qui mérite d'être appuyée, d'être développée, de s'épanouir et de construire l'avenir de votre pays. Auparavant, la présidente du gouvernement des élèves de l'EPONEL a, au nom des élèves de la RDC, remercié le gouvernement Matata pour la construction et reconstruction des écoles et la distribution gratuite des manuels aux élèves de tous les territoires nationaux. 0 enfants non scolarisés en RDC, tel le défi qui se sont lancés le gouvernement congolais et l'UNESCO. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, qui s'est entretenue à ce sujet avec le Premier ministre Matata Ponyo, a salué les efforts du gouvernement congolais pour la relance du secteur de l'éducation. Suzy Kibira Omari. L'hôtel du gouvernement a reçu ce mardi 2 hôtes de marque. Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, et Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale en RDC. Conduit par le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu, cette délégation a eu une séance de travail avec le Premier ministre Matata Ponyo. La redynamisation du secteur de l'éducation au menu de cet entretien avec le chef du gouvernement. Après ce bref échange, le Premier ministre Matata Ponyo a animé la table ronde sur l'éducation en RDC afin de recueillir les vues des uns et les autres pour la relance de ce domaine. Plusieurs ministres congolais ont pris part à cette rencontre, dont celui des finances, de la jeunesse et sport, du genre et du budget. Les hôtes de Matata Ponyo ont reçu des cadeaux pour sceller cet engagement pour le rayonnement du domaine de l'éducation avant de découvrir la beauté du jardin des premiers qui longe le majestueux fleuve Congo. À l'issue de cette visite, Irina Bokova est convaincue de parvenir à l'objectif 0 enfants non scolarisés en RDC. Nous sommes plus rassurés maintenant que l'objectif, la responsabilité du gouvernement, il y a une volonté politique forte en faveur de l'éducation. Les ressources sont là et je crois qu'il y a une compréhension, pas seulement sur l'importance de l'éducation pour la croissance économique et l'inclusion sociale, mais aussi, je dirais, un très fort engagement vers la qualité de l'éducation, parce qu'on a parlé de la formation des enseignants et tout ce qui doit accompagner la construction des écoles, le programme, le grand programme lancé par Monsieur le Président, 1000 écoles chaque année. Le gouvernement Matata est également déterminé à exécuter le programme lancé par le chef de l'État visant la construction chaque année en RDC de 1000 écoles sur toute l'étendue du territoire national. Un tour en province pour parler des PME qui se portent plutôt bien au Kasaï oriental. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a inauguré dernièrement l'usine de transformation de semoule à Chilingue dans le territoire de Katanda. L'implantation de cette usine, œuvre d'un fils du terroir, a connu l'appui financier du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Le point avec Martin Mouzibika Penga et René Ponfil-Kayombo. Plus question de consommer la semoule en provenance de la Zambie et de la Tanzanie pour les populations est-kassaïennes. Une usine de transformation de semoule vient d'être inaugurée à Chitenge, dans le territoire de Katanda, par le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. L'administrateur du territoire de Katanda s'est dit fier d'accueillir cette usine dans son territoire. L'initiateur du projet, quant à lui, se réjouit du fait que cette unité de production va résoudre tant soit peu l'épineuse problématique du chômage. Prenant la parole à son tour, Alphonse Ngoï Kassanji a salué cet investissement pour la relance de l'agriculture au Kasaï oriental. C'est la révolution de la modernité. Au lieu d'importer la semoule de la Tanzanie, de la Zambie, nous la produisons localement. Voilà pourquoi nous sommes venus témoigner de notre soutien. M. Kachala et votre groupe, vous avez le soutien de l'autorité provinciale. C'est un instrument du ministère de l'Industrie qui a financé
les opérations d'achat et de construction de cette petite et moyenne entreprise pour la production de la semoule. Je voudrais réellement remercier les fonds de promotion de l'industrie, un pays en cycle. Nous devons soutenir les investissements locaux. L'autorité provinciale invite la population de consommer la semoule produite par le groupe Kachala Zenda. Après la coupure du ruban symbolique, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a visité l'ensemble des installations de l'usine sous la conduite du promoteur. Vous le savez, le gouverneur de l'Équateur, lui Alphonse Koyagalo, est décédé depuis le dimanche dernier en Afrique du Sud de suite d'une longue maladie. L'ancien secrétaire exécutif de la majorité présidentielle reste encore dans la mémoire des Congolais suite au loyal service qu'il a rendu à la nation congolaise. Mélisse Bouassi nous retrace son parcours. Né à Yakoma le 23 mars 1947 dans la province de l'Équateur, lui Alphonse Koyagalo s'est lancé vite dans les études. Licencié en droit de l'université de Kinshasa, il embrassa sa carrière professionnelle comme conseiller juridique à l'Office national de logement ONEL. En 1973, il rejoint le ministère des Affaires sociales. En 1979, il devient directeur de région au Katanga, appelé à l'époque Chaba. Lui Alphonse Koyagalo devient ensuite commissaire sous-régional de l'ICACI de 1980 à 1982. À la même année, il deviendra commissaire urbain de Lubumbashi où il œuvra jusqu'en 1985. Par la suite, il occupera les fonctions du vice-gouverneur du Kasaï oriental et du Kivu. Entre 1986 et 1990, Koyagalo Gwasete Geringo se verra assumer les fonctions du gouverneur du Katanga. Il fut encore gouverneur du Katanga au moment où il eut le massacre des étudiants de Lubumbashi. Cette affaire lui conduira en prison où il passera 4 ans avant d'être gracié. En 2012, Koyagalo publiera un ouvrage intitulé « Massacre de Lubumbashi » du 12 mai 1990. Dans cet ouvrage, il s'est considéré comme un bouc émissaire. Cadre de la majorité présidentielle, il fut vice-premier ministre et ministre des Postes et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans le gouvernement Mouzito III. En mars 2012, il est nommé Premier ministre intérimaire de la République démocratique du Congo en remplacement d'Adolphe Mouzito. En juin 2013, Koyagalo sera élu gouverneur de l'Équateur. Pour des raisons de santé, il a quitté l'Équateur pour la première fois en septembre 2013 pour se faire soigner à Kinshasa puis en Afrique du Sud. Retourné à l'Équateur pour ses fonctions, lui Alphonse Koyagalo rentra pour la deuxième fois en mars 2014 en Afrique du Sud pour de nouveaux soins médicaux. Alors que de nombreuses personnes viennent l'accueillir à sa descente d'avion à Mbandaka, quelques semaines plus tard, il est obligé de quitter l'Équateur pour se faire soigner de nouveau. Cette fois-là, il ne rentrera plus pour diriger cette province. Lui, Alphonse Koyagalo Gwasete Geringo est décédé dimanche le 14 décembre en Afrique du Sud. Le gouverneur intérimaire de l'Équateur, Michel Liyeye Waliyeye, a décrété un deuil provincial d'une semaine à partir du lundi 15 décembre en attendant le programme qui sera mis en place par le gouvernement central et la famille du défunt. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Cette vidéo a fait le tour du monde via les réseaux sociaux et a choqué tous ceux qui l'ont regardé. C'est celle d'une employée de maison en Ouganda où on violemment découvre un bébé de 18 mois dont elle avait la garde. Jolie Tumurwe, âgée de 22 ans, a été condamnée à 4 ans de prison pour maltraitance d'enfants par le tribunal de Kampala. Bernadette Kamango nous en parle. Cette vidéo a suscité l'indignation de tous ceux qui l'ont regardée dans la toile, notamment les Kinois. Elle montre la nourrice forcer la fillette à manger avant de la gifler très violemment par 2 fois. Traumatisée, la petite qui vomit est projetée brutalement au sol, la tête la première, puis rouée de coups de pied au visage et au ventre. Les parents de l'enfant ont piégé leur domestique en installant une caméra cachée dans leur salon.
Devant cette preuve irréfutable qu'il a confondue et rendue publique en novembre dernier par les parents de la fille, Jolie Tumurwe, de nationalité ougandaise, surnommée la monstrueuse nourrice, avait plaidé coupable de torture lors d'une comparution initiale où elle n'avait pas d'avocat, crime passible de 25 ans d'emprisonnement. Mais le vendredi dernier, le tribunal de Kampala avait requalifié les faits en maltraitance, infraction passible de 5 ans de prison. La juge a estimé que la jeune femme avait commis des actes injustifiables et inexcusables et l'a donc condamnée à 4 ans de prison en raison de la cruauté exercée sur un enfant innocent et sans défense. Par miracle, l'enfant n'a gardé aucune séquelle physique de la pluie de coups très violents infligés par l'employé de maison qui travaillait pour ses parents depuis 2 semaines seulement. Cette vidéo nous laisse sans voix. Nous allons lire ce message de félicitations. Nous, intercellule de base spécialisée PPRD, entreprise publique, OCC, DGI, SNEL, DGDA, DGRAD, Régie des eaux, SONAS, INSS, OGFREM, ONC. Félicitons vivement le camarade Évariste Bouchab, secrétaire général du PPRD, pour sa nomination au poste de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et sécurité au sein du gouvernement de cohésion nationale. Convaincu non seulement de votre fidélité et loyauté aux idéaux du parti, mais aussi de vos qualités de patriote et de nationaliste avéré et incontesté, l'Inter-CBS vous garantit son soutien dans l'accomplissement des lourdes responsabilités qui vous sont confiées. En outre, l'intercellule de base spécialisée PPRD, entreprise publique, rend hommage au camarade Joseph Kabila Kabangé, initiateur du parti, chef de l'État, pour la marque de confiance manifeste qu'il ne cesse de réitérer à l'endroit de ce digne fils dont les qualités intellectuelles sont entièrement consacrées à la cause noble du progrès de la République démocratique du Congo. Puisse le Très-Haut, source de tout bien, illuminer, fortifier, protéger le camarade Évariste Bouchab, à qui anticipativement nous souhaitons plein succès dans l'exercice de ces nouvelles fonctions. C'est donc signé par Rajabou Djouma Walance, coordonnateur national adjoint de CBS, et puis Mbayo Mouya Maurice, coordonnateur national de CBS. Mesdames, Messieurs, voici donc les grands titres qui ont marqué ou qui marquent ce 12-13. Il a été installé mardi au cours de la séance inaugurale en présence du chef de l'État. Le Conseil économique et social est donc doté d'un bureau provisoire qui sera présidé par le doyen d'âge Désiré Niati Nimi. Le suspense de Kabila sur la révision constitutionnelle persiste. C'est l'avis de qui nous a interrogé sur l'adresse du président de la République à la nation, d'aucuns ont salué l'annonce des mesures prises par le chef de l'État. Vous l'avez suivi dans cette première partie de 12-13. Ce sont des images qui ont choqué le monde. Il s'agit de la nourrice qui maltraitait une gamine de 18 mois en l'absence de ses parents. Jolie Tumurwe, de nationalité ougandaise, a été condamnée à 4 ans de prison par le tribunal de Kampala pour maltraitance. Comme par miracle, le bébé s'en est sorti saine et sauve. Mesdames, Messieurs, l'actualité se poursuit dans ce 12-13. On se retrouve après cette pause. C'est déjà la deuxième partie de ce 12-13. Sachez que le marché pirate de Matadi-Kibala devient de plus en plus insalubre. Les aliments sont vendus dans une saleté incomparable. Ce sujet a été le point sur l'environnement avec Dieudonné Sidia. Dans notre grande édition de mardi 19h, je vous propose de revenir sur ça. Les conditions dans lesquelles les vendeurs du marché pirate de Matadi-Kibala exercent leur métier ressemblent exactement à une porcherie. Situé le long de la nationale numéro 1 au niveau du quartier qui porte le même nom, le marché Matadi-Kibala a plusieurs fois fait l'objet de déguerpissements sous décision de l'autorité urbaine, mais sans succès.
Ces petits commerçants continuent d'une manière téméraire à vendre à même le sol, voire même dans la boue, exposant la vie de la population aux différentes maladies sans que l'autorité communale de Mongafula ne s'en préoccupe. Pire, malgré plusieurs accidents de circulation qui ont occasionné plusieurs morts, ces petits commerçants qui vendent le long de la nationale numéro 1 continuent de s'exposer au danger des véhicules avec défaillance technique roulant à vive allure sur une pente raide. La salubrité concerne tout le monde. Et ce n'est pas tellement le gouverneur de la ville de Kinshasa qui doit venir travailler. Il y a une semaine ou 2 semaines, le bourgmestre venait de faire le travail à ce lieu-là. Mais malheureusement, c'est redevenu sale. On n'a pas une bonne politique de l'assainissement de cet endroit-là. C'est question maintenant de mettre une politique d'assainissement à cet endroit-là. Et d'ailleurs, je le félicite parce qu'il m'avait encouragé pour les travaux qu'on est en train de faire à la cité Mambutu. Et d'ailleurs, comme il avait déjà donné le coup de pouce pour les travaux là-bas, moi, c'est que je lui demande de continuer à travailler à cet endroit-là. Il est plus qu'urgent que le marché soit évacué vers un autre endroit plus sûr et que la révolution de la modernité qui a déjà commencé les travaux d'agrandissement de cette route reprenne rapidement le travail pour épargner la vie des paisibles citoyens. Ces travaux permettront de désengorger la circulation sur la nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala. Alors, Dieudonné Sidia, ces marchés, vous le connaissez très bien. Pourquoi, malgré tous les incidents qu'on a déjà enregistrés sur place, morts d'hommes, beaucoup d'accidents, les autorités n'arrivent toujours pas à déplacer ce marché? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ce marché, comme nous l'avions dit, c'est un marché pirate. C'est un marché qui ne mérite pas d'être là-bas parce que, en tout cas, c'est vraiment juste à côté de la grande artère de la ville de Kinshasa. Et en plus, c'est beaucoup plus sur la nationale numéro 1. Et il y a de gros véhicules qui viennent du Bas-Congo et en principe qui déchargent leurs marchandises sur ce point. Et la chose la plus grave, c'est qu'il y a eu de grands accidents qui ont causé mort d'hommes dans ces marchés pirates. Mais l'autorité urbaine avait décidé en son temps, à plusieurs reprises, de délocaliser ces marchés parce qu'il y a de gros véhicules, des remorques qui descendent de la montagne de Matadi-Kibala et qui manquent parfois de freins. Et qui marchent carrément sur la population. Il y a eu beaucoup de morts qu'on a déplorés dans ces conditions-là et l'autorité urbaine avait décidé à ce que tous ces commerçants puissent aller vers la montagne, vers Bas-Congo, vous voyez, avant même les cimetières de Benseke, qu'ils puissent être de ce côté-là et vendre. Mais malheureusement, malgré la décision de l'autorité urbaine, les commerçants ont préféré toujours rester le long de la route. Le bourgmestre de la commune de Mongafula, que fait-il? Bon, vous parlez du bourgmestre, vous voyez son chef de localité que j'ai interviewé venait de parler tout à l'heure, il était en train de vanter même son bourgmestre. Mais les images que j'ai prises là-bas, ce sont les images que j'ai prises après les travaux qu'ils ont prétendu faire. Cela montre quoi? Cela montre que le bourgmestre de la commune de Mongafula, le chef de quartier de Matadi-Kibala, le chef de localité de la cité Mambutu, tous sont dans la complicité du mal. Ils ne se soucient même pas de faire le travail d'assainissement. Conséquence, ils cherchent à se protéger. Ils sont en train de se protéger les uns les autres. Vous l'avez vu parler. Est-ce que quand vous voyez ces images-là, vous pouvez dire que quelqu'un est passé par là pour faire quelque chose? Mais le chef de localité de la cité Mambutu a dit que voilà, le bourgmestre a organisé des travaux. C'est-à-dire c'est juste des propos pour protéger son chef, pour se protéger lui-même, mais en réalité, rien n'est fait dans ces marchés pirates. D'abord, c'est un marché. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent voir comment est-ce que la presse internationale analyse l'actualité sur la République démocratique du Congo avec Lionel Kioni. Bonjour Lionel.
Bonjour Esther Pezo Omba. Le premier site d'information, c'est Slate Afrique, qui parle de l'appel lancé par la RDC pour que la CPI se penche sur le massacre de Béni. Oui, l'organisation américaine de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a appelé mardi la Cour pénale internationale à se pencher sur le récent massacre commis à la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. La procureure de la CPI devrait réunir des informations et examiner ces crimes en vue de déterminer si une enquête de la CPI est justifiée, écrit Human Rights Watch dans un communiqué. Pour Human Rights Watch, les casques bleus devraient intensifier les patrouilles dans les zones affectées, y compris des patrouilles à pied et de nuit, et implanter des bases d'opérations mobiles plus près de villages isolés où la plupart d'attaques récentes ont eu lieu. Human Rights Watch demande également aux autorités congolaises de laisser les observateurs de droits de l'homme des Nations Unies accéder aux zones où les attaques sont commises. Et BBC Afrique s'interroge sur le rapatriement des ex-AM23. Il écrit le contournement ou la fuite. Bertrand Bissimois, l'un des leaders de l'ex-mouvement rebelle congolais AM23, a affirmé mardi que près de 1600 de ses combattants, sur un effectif total de près de 1700 jusque-là, cantonnés dans un camp militaire en Ouganda, seraient en fuite. Selon cet ancien chef rebelle, ces éléments se seraient dispersés à la suite d'une tentative de rapatriement forcé qui aurait tourné court. Il s'agit selon lui d'une violation des accords conclus entre le gouvernement congolais et le AM23. Du côté de Al Africa, on écrit Ouganda conteste l'opération de rapatriement d'ex-combattants du M23. Les M23 a dénoncé ce mardi 16 décembre une opération de rapatriement de forces menée par l'armée ougandaise dans le camp militaire ougandais des Bianga à quelques 300 km au sud-ouest de Kampala. Ce camp accueillait des ex-rebelles congolais du M23. Au cours de cette opération, il y aurait eu plusieurs blessés parmi les ex-combattants et un mort selon le président du M23, Bertrand Bissimois, interviewé par la RFI. De son côté, le porte-parole de l'armée ougandaise, contacté par RFI, demande tout rapatriement forcé et affirme que les ex-rebelles ont fui à l'approche de ces camions. Selon Padi Akunda, 120 sur 330 déjà amnistiés par le gouvernement congolais auraient accepté de rentrer et la majorité d'entre eux seraient sur le chemin de retour. Un millier d'autres ont fui toujours selon le porte-parole de l'armée ougandaise et Kampala est à leur recherche. Jeune Afrique, de son côté, parle d'un millier d'ex-combattants du M23 qui s'échappent de leur camp en Ouganda. L'armée ougandaise a confirmé mardi la fuite d'un millier d'ex-combattants du mouvement de M23 qui se sont échappés de leur camp en Ouganda lors d'une opération de rapatriement vers la RDC. Depuis quelques mois déjà, Kampala menaçait Kinshasa d'accorder l'asile politique aux ex-combattants du mouvement du M23 et à leurs chefs qui se sont réfugiés sur son sol après leur défaite militaire en novembre 2013 dans l'est de la RDC. Après des tractations de dernière minute entre les deux pays, une opération de rapatriement de ces anciens rebelles a été lancée le 16 décembre et devait s'achever à Noël, mais elle s'est vite heurtée à l'opposition des éléments du M23. Nous allons chuter avec Africa Time qui écrit dans son site « L'armée congolaise et l'ONU relancent leur opération contre les rebelles ougandais ». Oui, les sites d'information Africa Time, l'armée congolaise et les casques bleus ont annoncé mardi avoir relancé leur offensive conjointe contre les rebelles ougandais musulmans de forces démocratiques alliées après une vague de massacres attribués à cette milice dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC et les soldats de la brigade d'intervention de la mission des Nations Unies au Congo disent vouloir en finir avec la milice de ZADF, mais l'opération risque d'être longue, a averti récemment le chef de la MONUSCO, Martin Kobler. Il s'agit de démanteler les résidus de ZADF qui se sont encore dans la zone, a déclaré à l'AFP le colonel Célestin Gueleka, porte-parole de l'opération Sokola 1, joint par téléphone de Goma, la capitale du Nord Kivu. Merci Lionel Kioni pour l'analyse de l'actualité de la RDC par la presse internationale. Merci Esther Pezo Omba.
Mesdames, Messieurs, voici maintenant la une des journaux parus ce mercredi à Kinshasa, Ouganda. Confusion autour du rapatriement des ex-M23 vers la RD Congo. C'est la manchette du quotidien L'Avenir. Pendant que plusieurs centaines des ex-M23 ont fui le camp de Buyinga mardi pour échapper à leur rapatriement à RDC, le porte-parole de l'armée ougandaise qui reconnaît le fait affirme par ailleurs que 120 combattants ont déjà embarqué pour la RDC et d'autres sont dans un autre camp pour chercher la protection des Nations Unies. Et la tempête des tropiques précise qu'à partir de l'Ouganda, Béni infiltré par les ex-M23, la société civile qui tire la sonnette d'alarme se dit exaspérée par les massacres des populations dans cette zone et craint un nouvel assaut sur la chefferie de Watalinga. Le phare poursuit alors que l'ADF Nalu continue de massacrer le Nord Kivu, de nouveau sous la menace du M23. Dans sa page intérieure, le confrère indique que des infiltrations d'ex-combattants du M23 sont observées dans plusieurs contrées du Nord Kivu, notamment dans le district de Boudi-Bougyo, dans la chefferie de Watalinga, ainsi que dans le district de Kasese, dans le territoire de Rwenzori. Du côté de la prospérité, on revient sur le discours de Kabila au Congrès et note cependant enjeu, vérité et défi. Kabila a fait bouger pour le journal. On croit Kabila, toutes les élections auront lieu. La CENI a été instruite de s'y mettre. Le gouvernement est tenu de libérer les moyens nécessaires pour financer les opérations à la fois de la CENI et de l'ONIP. Au Parlement, Kabila a demandé de libérer ses lois électorales. Et enfin, le palmarès, titre « Installation du Conseil économique et social, les défis du social grondent à l'horizon. Il devient plus qu'urgent de trouver un juste milieu entre la détente économique du moment et les exigences sociales qui se font plus que pressantes. » C'est tout pour la synthèse de journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, voici le rappel des grands titres qui ont composé ce 12-13. Il a été installé mardi au cours de la séance inaugurale en présence du chef de l'État. Le Conseil économique et social est donc doté d'un bureau provisoire qui sera présidé par le doyen d'âge Désiré Niati Nimi. Le suspense de Kabila sur la révision constitutionnelle persiste. C'est l'avis de Kino interrogé sur l'adresse du président de la République à la nation. D'aucuns ont salué l'annonce des mesures prises par le chef de l'État. Au sujet de cette monstrueuse nourrice, ce sont des images qui ont choqué le monde. Il s'agit de la nourrice qui maltraitait une gamine de 18 mois en l'absence de ses parents. Jolie Toumour, de nationalité ougandaise, a été condamnée à 4 ans de prison par le tribunal de Kampala pour maltraitance. Comme par miracle, le bébé s'en est sorti saine et sauve. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 12-13. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci de rester fidèles au programme de RTG Awood. Au revoir.